Salut les copains, salut les copines. Aujourd'hui, on est trop contents de vous retrouver pour une vidéo qu'on nous a beaucoup demandé. Alors, pas sur cette chaîne, parce que pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de commentaires. Non. Mais parmi nos copains et parmi les gens qu'on connaît un petit peu plus ou moins bien, on a beaucoup eu cette question-là. Je pars au Japon. Comment m'y prendre? Que faire? Quels sont les itinéraires? Quels sont les pièges à éviter? Bon, du coup, c'est absolument pas un guide exhaustif, mais c'est plus sur notre expérience des voyages au Japon. Moi, pour rappel, j'en ai fait 3. Comme tu te la pètes. Et toi, tu en as fait? J'en ai fait 2. On est partis 2 fois ensemble et tu es parti une 3e fois avec ton frère et ta cousine. Exactement. Du coup, on voudrait vous partager un petit peu tous nos conseils. À chaque fois, nos voyages, ça s'est super bien passé. Et pour ça, on a décidé d'aller dans un de nos cafés préférés. Ça s'appelle le Liliaz Café à Ivry-sur-Seine. Et on y retrouve des cafés, des chocolats, des matchas, tout ça. Et aussi des sandwichs œufs, des vrais onigiri. Donc là, on s'est pris une formule midi. Avec des vrais onigiri. Donc là, on a la formule avec le thé, les des onigiri et le tamago sando. Autant vous dire que ça a l'air très très bon. Nous avons plusieurs choix d'onigiri, du coup ça change après aussi en fonction apparemment des jours, tout ce que j'ai compris. Nous avons les onigiri thon mayo, umeboshi, au poulet. Moi j'en ai pris un aux algues kombu. Ça a l'air très sympa et du coup là il n'y avait que le tamago sando, mais ils font aussi du karage sando apparemment. À venir tester parce que ça a l'air trop bon. On va profiter, on va vous donner notre avis sur le café et en même temps vous parler un petit peu de ce qu'on vous conseille pour votre premier voyage au Japon. Alors déjà la première question qu'on nous a posée, c'est comment se préparer pour un voyage au Japon? Très important la préparation. Les onigiri sont très bons. Moi je vais commencer d'abord par le kombu, je pense. Kombu c'est quoi? C'est une algue salée. Le nigiri et ton mayo est très bon, très fluff. En fait déjà le riz est tellement très bon, très bien cuit. Qu'en fait j'ai l'impression que même un onigiri simple, juste riz et algues, ça doit être déjà très bon. Conseil de la préparation déjà. Quand partir? On n'a pas fait toutes les saisons, mais nous avons fait du coup le printemps, l'hiver, on est parti en mai, on est parti en hiver en février. En début d'été. Moi je suis partie aussi en début juillet. Donc on n'a pas fait l'automne encore, j'espère peut-être. Je pense que c'est la meilleure saison. Mais... Moi je dirais que là des 3 qu'on a fait, c'était vraiment le printemps le plus sympa. Alors on sait qu'il y a la Golden Week, cette semaine où il y a énormément de monde parce que c'est la saison des cerisiers. C'est vrai que c'est très sympa les cerisiers, mais nous quand on est parti en février, on a eu la saison des pruniers. C'était très beau aussi. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de monde déjà de base quand même quand je parle dans les grandes villes et dans les spots touristiques à absolument faire, il y a déjà tellement de monde, c'est dommage d'aller dans le moment où il y a énormément de touristes et pas que des touristes européens, mais en fait surtout énormément de japonais qui veulent voir aussi les cerisiers en fleurs. En février, à l'hiver, ils ont des hivers bien froids. Après, si jamais vous êtes préparés et vive Uniqlo et sa gamme tech. Tout ce qu'il faut. Et puis si vous n'êtes pas préparé, vous pouvez toujours les acheter au Japon, c'est moins cher. De toute façon, peu importe la saison, c'est toujours un pays qui est chouette à découvrir. Peut-être que si c'est votre première fois, le printemps sera plus adapté. Et si vraiment c'est voyage d'une vie, alors oui, c'est bien de partir sur la semaine des cerisiers, mais bon, il faut savoir que tout le monde va partir à ce moment-là. Et donc peut-être que vous y gagnerez si jamais vous en foutez des cerisiers en fait. Mais sinon du coup pour récapituler, du coup hiver il fait très froid, c'est bien mais il faut prévoir. Mais par contre du coup pour les onsen c'est la folie. Et l'été il fait vraiment très chaud, très humide. Alors encore une fois ils ont plein de choses pour se rafraîchir en été et se réchauffer en hiver. C'est très rigolo d'ailleurs de tester tout. Je fais tomber du thé. C'est très rigolo d'ailleurs d'aller tester un petit peu, d'aller voir un peu dans les pharmacies et les combini, tout ce qu'on peut trouver de gadgets pour se rafraîchir ou se réchauffer. Deuxième question, combien de temps il faut partir au Japon? Combien de temps il faut pour un premier voyage au Japon? Moi je dirais 4-5 ans, c'est pas mal. Vous avez votre réponse, merci. À la prochaine, salut. Nous on est partis la première fois 3 semaines, c'était trop bien. Et après les
2 autres fois, je suis partie 2 semaines. 2 semaines, c'est faisable, mais c'est vrai que c'est court. Mais si vous avez l'opportunité de partir 1 mois, c'est génial parce que du coup, comme ça, vous pouvez vraiment voyager en fait dans le Japon et pas rester que dans le centre, que vers Tokyo, Kyoto et aller voir un petit peu plus la campagne. C'est un pays qui a tellement de choses à... C'est tellement beau. Ouais. Tellement de choses à voir. Après, tout dépend de si vous êtes plus ville ou si vous êtes plus campagne, mais dans tous les cas, vous trouverez de quoi faire. Donc, 3 semaines, 1 mois. Faisons une pause d'abord, Tamago Sando. Tiens, moi aussi, je vais goûter. Il est pas mal. Petite préférence pour les onigiri, personnellement. Mais il est très bon. Oui, il est légèrement sucré, mais moi, je trouve ça très équilibré. Alors, itinéraire. Bien sûr, le classique. Tokyo-Kyoto. Osaka. Optionnel pour toi? Pour moi, optionnel. Ok. Ouais, c'est vrai que je me dis, si on a 2 semaines, si je devais refaire, j'aurais plutôt mis une ville de campagne. Oui. Et oui, si t'avais que 3 villes à faire, tu choisirais. Ouais, c'est pas plus mal. Exactement. Même si, du coup, voilà, Tokyo, giga banger. Hein. On a passé le 2e voyage, on a fait que Tokyo. 2 semaines là-bas et vraiment on ne s'ennuie pas en fait, il y a toujours quelque chose à faire, c'est la folie. Mais du coup voilà, après moi je rajouterais quand même du coup ville de campagne, franchement on n'a pas fait beaucoup, nous on a fait Takayama et Kusatsu, les deux c'était génial. On a adoré Kusatsu, c'est une ville de ancienne. Takayama, c'est une ville un petit peu plus ville de campagne qui est spécialisée dans le saké. Par contre je rajouterais à absolument faire, puisque c'est à seulement 1 heure de Tokyo, c'est Kamakura. Vous pouvez faire juste aller-retour dans la journée. Kamakura, c'est vraiment chouette. Il faut descendre à l'arrêt Kita Kamakura. Et pas Kamakura, pas le dernier arrêt. Comme ça, vous descendez, vous faites un petit trajet par les temples pour arriver à Kamakura. Et c'est magnifique. C'est sublime. La ville est géniale. Vous avez les montagnes, la mer, du shopping. Kamakura, c'est vraiment à faire. Si vous avez des pépites, des trucs à nous conseiller et tout dans les commentaires, parce que nous aussi on explore, on découvre. Mettez-nous les villes que vous aimez au Japon. Alors Antoine Borde, est-ce qu'il est important de parler japonais pour partir au Japon? En vrai aujourd'hui, si t'as internet sur ton téléphone, non. En vrai non. C'est pas important parce que tu vas pouvoir lire, déchiffrer, décrypter et tout, tu vas être un peu en galère à scanner les panneaux des fois, parce que des fois c'est pas traduit en anglais. Mais a priori non. Je dirais c'est surtout à Tokyo, tous les panneaux ils sont traduits en anglais, tout est plutôt plus ou moins accessible. À Tokyo ils parlent quand même relativement anglais. Mais, parce que je voulais y venir là, la plupart des Japonais ne parlent pas anglais correctement, ne parlent pas anglais très bien. Et en vrai si tu veux faire l'expérience du voyage de la meilleure manière, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, qu'il faut savoir un minimum aligner 2-3 mots en japonais. Ne serait-ce que par respect pour les gens. Oui, ne serait-ce que les formules de politesse en fait. Important de voir un petit peu les règles de politesse. On pourrait vous les dire, mais franchement, il y a plein de vidéos et plein de blogs qui font ça vachement mieux. Donc on va clore ce petit chapitre en vous donnant par contre un mot qu'on n'a jamais trouvé sur des vidéos ou sur des blogs et qu'on a beaucoup utilisé au Japon et qui nous a ouvert beaucoup de sourires et qui nous a valu beaucoup de cadeaux parce que au Japon on n'a pas eu beaucoup de verres offerts ou de trucs à manger, par contre on a eu de la vaisselle. On nous a beaucoup offert de la vaisselle. Une phrase fantastique qui est Osewa ni narimashita. C'est une formule de remerciement. Ça peut être interprété en mode merci beaucoup. Mais littéralement, ça veut dire votre service ne sera jamais oublié. Ça plaît beaucoup. Donc, notez-le. Moi, les premières fois que je l'ai dit, vraiment, je devais le lire parce que c'est quand même pas facile comme phrase. Mais c'était trop content. On est cette petite phrase. C'est rigolo parce que c'est quand même une formule. Si j'ai bien compris, c'est un peu une formule un peu à l'ancienne ou un peu soutenue, qui se dit pas forcément. En vrai c'est rigolo parce que ça se dit pas forcément, mais oui. C'est un truc un petit peu. Ils n'ont pas l'habitude que les étrangers disent ça. En fait. Mais ça peut vous valoir du coup de la vaisselle. Nous, on a eu un petit verre de saké, on a eu des petites coupelles de sauce soja, c'est trop bien. Est-ce que c'est parce qu'on a dit ça ou est-ce que c'est parce qu'on a été sympa pendant toute l'interaction? Non, je pense que c'est le mot magique. Exactement, ça fait putain, fontaine de la vaisselle. Quel budget prévoir pour partir, on va dire, 3 semaines au Japon? 1 million d'euros. Ça me paraît pas mal, c'est pas excessif. Ouais, ok, question.
Après, bien sûr, ça dépend des hôtels que vous prenez, mais c'est vrai que là, les billets d'avion ne sont pas si chers que ça, je trouve. J'en ai trouvé à moins de 700 € aller-retour. Après, il faut être flexible sur les dates. Bien sûr, après, sinon, voilà, les hôtels, ça dépend ce que vous prenez, mais clairement, vous pouvez vous en sortir pour 50 à 100 € la nuit dans des trucs chouettes, pas dans des auberges de jeunesse, des trucs vraiment, pas des hôtels de fous furieux, mais des choses, par exemple, le Apa Hotel, c'était combien la nuit à l'Apa Hotel ? Un peu moins de 100 € la nuit, 7, 8, donc 70-80 € la nuit. Les Apa Hotel, il y en a partout au Japon. Moi, je trouve ça fantastique parce que, alors, c'est des toutes petites chambres, mais très confortables, très sympathiques. Souvent des grands hôtels et souvent il y a un onsen. J'adore les onsen. Du coup, c'est un peu la folie, quoi, de rentrer le soir et de pouvoir faire le petit onsen. Donc voilà, après, pour manger sur place, si vous mangez que au Konbini, vous pouvez vous en sortir pour 2-3 €, quoi. Si vous mangez en ville, ça va être plus entre 5 à 10 €. Et après, si vous voulez manger gastronomique, vous pouvez manger pour 15-25 € des méga trucs. Mais clairement, je pense qu'une moyenne de 5 à 10 € par personne, par repas, si vous mangez au restaurant, c'est pas mal. 1000 yens, c'est à peu près 5-6 €. Sachant que, pareil, je schématise encore une fois, pour globaliser, mais pour se faire un ordre d'idée, 1000 yens équivaut à peu près à 10 € de pouvoir d'achat. Chez nous, 1000 yens, on pourrait s'acheter à peu près le même genre de truc qu'on a avec 10 €. Sauf que là, ces 1000 yens coûtent 5-6 €. C'est quasiment moitié prix un peu partout. Je schématise encore une fois, il y a des trucs qui sont plus ou moins chers et tout en fonction de trucs. Et la vie là-bas n'est pas chère, surtout les restaurants, la bouffe. Et au niveau de la bouffe, c'est vrai qu'en plus culturellement, traditionnellement, ça se fait beaucoup plus d'aller manger un petit repas, un petit plat de ramen et tout le soir, tous les jours, quoi. Ouais. C'est pas un événement d'aller au restaurant, c'est normal. Et donc c'est pour ça aussi, c'est moins cher. Les onigiri du Konbini qui sont délicieux sont à 60 centimes. Attendez-vous à prendre du poids au Japon. En vrai, c'est quand même relativement healthy, mais en fait, moi personnellement, je mangeais tellement tout le temps que peut-être prévoyez 1 ou 2 kilos en rentrant, quoi. Nous, en tout cas, pour un séjour de 3 semaines à 2, on avait fait notre premier voyage, on s'était dit, ça se trouve, c'était la seule fois qu'on allait au Japon avec nous, donc on avait mis les moyens. On avait pris un premier hôtel très très bien pour les 3-4 premières nuits à Tokyo, histoire de marquer le coup, de faire des jolis souvenirs et tout. Donc voilà, c'est pas sur un voyage pas cher, à l'économie. Mais du coup, à 2 pour 3 semaines, on a payé, attention, tenez-vous bien, 8 000 €. 8 000 € c'est beaucoup. Encore une fois, voilà, on avait pris plein d'hôtels et tout, et puis on a sorti pas mal de. On a pris les Sherpas aussi, oui. Les Sherpas qui ont augmenté évidemment, et de vrai avec le recul, avec le nombre de trains qu'on a pris, ça s'équilibrait presque, mais ça valait pas forcément le coup. Le deuxième voyage qu'on a fait, on est resté à Tokyo 2 semaines, et là le budget était plus, donc 2 semaines autour de 3-4 000 €. Oui. Donc c'est possible de partir aussi avec un budget plus restreint, à peu près 2 000 € par personne, et quand même de kiffer, parce que moi j'ai ramené une valise remplie de cadeaux. On a fait restaurant matin, midi et soir, plein d'activités. C'est totalement possible de profiter et de faire un bête de voyage avec un budget qui n'est pas 10 000 €. On va faire un petit point sur les eSIM. Génial les eSIM, vraiment faut le prendre à l'avance. Nous on a pris sur... On n'a pas de sponsor à vous faire. Si, ouais, voilà, avec notre sponsor. Nous on avait pris avec Olafly. Olafly, si jamais... on ne traiterait pas le truc comme ça. Si jamais vous... Bien sûr. C'est pas une sponsor, mais Olafly on vous adore si vous voulez nous sponsoriser avec grand plaisir. En fait, de toute façon, tous les services de eSIM se valent et tout. Il y en a qui sont plus avantageux que d'autres, il y en a qui sont un peu plus chers mais qui te permettent d'avoir des données limitées pendant la durée que tu veux. Il y en a qui sont un peu moins chers mais les données sont limitées du coup. Donc à comparer, mais oui, alors non, par contre, ne pas prendre un pocket Wi-Fi, cette espèce de petits appareils et tout qui te permettent de capter la 4G et qu'ensuite tu te connectes en Wi-Fi avec ton téléphone, ou alors acheter une SIM là-bas
Vraiment, ça c'est des trucs à l'ancienne. Tu descends de l'avion, tu l'actives et t'as directement tes données. Attention du coup aussi à pas se faire avoir et à bien désactiver ta SIM française avant d'activer tes données au Japon, parce que sinon tu vas commencer à télécharger des trucs avec ta SIM française et pour peu que ton opérateur au Japon après ça coûte très cher et tu peux te faire niquer. Mais personne ne fait ça. Oui, c'était cher. Parce que c'est des malades. Le plus important à télécharger, c'est quoi? C'est la Suica, c'est la carte de métro. Moi, je vais dire c'est Google Maps avant. Oui, alors je pars du principe que vous avez Google Maps et que vous savez utiliser une Maps. Ouais. Oui, télécharger Google Maps. En vrai, le plus simple au Japon, c'est Google Maps, parce qu'en vrai, même ils ont le plan de tout, et même sur les centres commerciaux, par étage, tu as le plan des centres commerciaux par étage. Ça te fait, quand tu veux te balader à Tokyo, tu vas d'un point A à un point B, ça te fait l'itinéraire en métro en 2 secondes. Tu as juste à suivre ce qu'il dit. Franchement, on est déjà tombé sur des gens qui disaient ouais mais le métro à Tokyo c'est compliqué. Ça n'a jamais été compliqué, je trouve ça d'une facilité, c'est même plus facile que Paname. C'est vrai que c'est très simple le métro de Tokyo en fait, à partir du moment où on comprend un petit peu comment ça fonctionne. Mais par contre du coup il faut télécharger la Suica. Soit tu peux l'avoir à la borne, ça s'achète en borne, donc une carte rechargeable, soit directement tu peux l'avoir sur ton iPhone. Je dis bien iPhone et pas Android malheureusement. Ils n'ont pas encore de carte Suica pour le wallet Android à ma connaissance. Mais si tu as un iPhone, tu télécharges l'application Suica. C'est un petit pingouin, j'ai pas de bêtises. C'est un petit pingouin. C'est un pingouin. Oui, c'est un petit pingouin. C'est ça. Il est trop mignon. Sur l'App Store. Attention. Et alors là, attention, parce que tu vas ouvrir l'application. Ça va être écrit en japonais partout. Alors là, la méthode qu'on a fait, il y a peut-être une meilleure méthode que ça, mais c'est la méthode du système D, c'est-à-dire qu'on a pris un deuxième téléphone avec Google Lens qui traduisait directement ce qui était écrit pour pouvoir avancer dans les étapes, parce que si tu lis pas du tout le japonais, tu sais même pas où cliquer pour cliquer sur suivant quoi. Mais au final c'est pas très très compliqué à installer. Une fois que tu as cliqué, que tu as installé ta carte Suica, elle va se mettre dans ton wallet Apple et type de main. Et après du coup c'est écrit en français, en ta langue quoi. Et t'as plus qu'à recharger le nombre de yens que tu veux à chaque fois. Et donc c'est une carte de transport, mais c'est une carte de paiement aussi. Voilà, ça fait ça. Et après du coup, ici là, tu peux recharger la carte et tu peux mettre combien tu veux mettre sur ta carte Suica. Vraiment d'une facilité, c'est-à-dire on fait juste ajouter de l'argent, on rajoute et voilà, si vous avez Apple Pay, si vous avez déjà rentré votre carte, c'est aussi rapide que ça. En plus de ça, la carte Suica fonctionne même si votre téléphone n'a plus de batterie. Ça c'est cool, sachant que le tarif en plus il change en fonction du trajet, c'est-à-dire que tu as bipé à ta première borne d'entrée et à ta borne de sortie, suivant la borne de sortie, c'est plus ou moins cher, suivant tu as fait plus ou moins de trajet. C'est ça qui est bien, et l'avantage aussi c'est qu'avec cette carte Suica tu peux aussi payer dans certains restaurants, sur certains distributeurs et tout, voilà. Mais les trains c'est trop chouette et en plus les prix sont fixes, donc il n'y a pas de on va les prendre en avance et tout. Non, le trajet Tokyo-Kyoto c'est le même, peu importe le jour où tu le prends. Alors le JR Pass, bon ou mauvais plan? Non, JR Pass non, à part si vous décidez de faire vraiment un trajet de fou furieux et de changer d'endroit tous les 2 jours. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant. Première fois qu'on l'a pris, on a bougé d'endroit tous les 3-4 nuits à peu près et on l'a à peine rentabilisé. Donc ça vaut le coup si vraiment vous vous dites nous on se fait un truc, on reste 2 jours dans une ville maximum. Ce que je ne conseillerais pas forcément, parce que oui vous allez voir plus de choses, mais en même temps vous allez être plus fatigué, vous allez passer beaucoup de temps dans le train, même si le train c'est chouette. C'est important aussi quand même de prendre le temps de rester un petit peu. Nous c'est parce qu'on est resté plusieurs jours des fois dans des petites villes qu'on a découvert des endroits fous, des petits musées magnifiques. Donc j'y repasse. Mais non. Par contre je voudrais rajouter pour le train à absolument faire, c'est le petit Ekibento. C'est le petit bento du train qui est vendu du coup dans les gares et c'est le meilleur moment du train. Le train est super, t'as de la place, c'est calme et en plus t'as ton petit bento de train. Moi je fais des rêves de bento de train. Le Ekibento, folie. Donc prévoyez d'arriver un petit peu à l'avance pour acheter votre petit bento de train. Les décors. On s'est décalé parce qu'on était là-bas à côté de la musique et là il y a quelqu'un qui a libéré la table avec les canapés. Et on est vachement mieux. Oui.
je voulais qu'on fasse un petit point hôtel, même si du coup nous avons un petit peu abordé déjà le APA Hotel. Je voudrais notamment qu'on parle un petit peu de est-ce que ça vaut le coup les ryokan. Oui, un ryokan ça vaut le coup largement, c'est vraiment une expérience, enfin pour moi en tout cas. Après, c'est comme tous les établissements, il y en a qui se valent plus que d'autres, il y en a qui sont plus chers. Il y a des ryokans de luxe et des ryokans très abordables. Donc c'est pas tant le ryokan en lui-même, mais c'est vrai que si on parle de l'auberge traditionnelle japonaise, c'est grave cool parce qu'en fait, c'est à peu près le même prix qu'un hôtel, voire des fois moins cher. Et t'as une expérience complètement traditionnelle. Mais le décor est trop beau tout de suite quoi. Moi je trouve ça assez incroyable. Ça dépend, mais c'est vrai que le ryokan, je dirais pas que c'est un must, mais c'est quand même un passage assez incontournable. Quand tu vas au Japon, il faut au moins en réserver un ou deux quoi. L'expérience est à faire, c'est sûr. Et notamment j'ajouterais aussi de tester le petit déjeuner japonais. Qui est proposé aussi des fois dans les hôtels, mais c'est vrai que dans les ryokan particulièrement, avec du coup à chaque fois... Qui est proposé trop tôt. Qui est proposé trop tôt à chaque fois, mais qui est proposé et qui est toujours très chouette, composé à chaque fois, je le rappelle, de poisson, de riz, d'une soupe miso et de petits légumes ou petits sides à côté. Et ça a été une vraie révélation pour moi, le petit déjeuner japonais. De toute façon, je vais en faire une vidéo complète plus tard, parce que je veux vraiment en faire quelque chose de vraiment chouette, parce que le petit déjeuner japonais, ça a été la chose qui a réussi à me désintoxiquer. Pas entièrement, mais en tout cas de bien me désintoxiquer du sucre, notamment du sucre le matin. Donc, tester le petit déjeuner. On avait réservé un hôtel à Kusatsu, un ryokan justement, et on avait pris le petit déjeuner. Et la meuf, elle nous dit en anglais du coup, le petit déjeuner c'est de 7h jusqu'à 8h. Oui. Et j'ai fait, pardon, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Bah non, de 7h jusqu'à 8h. Je fais, ah d'accord, ok, on va être obligé de se lever aussitôt. Merci beaucoup. On s'est pris un petit goûter, voilà. Je sais pas si vous avez vu, magnifique, un cookie, un roulé au matcha. J'ai pris un joli petit roulé au matcha. Il est là apparemment que le mardi et le mercredi, donc j'ai eu de la chance, j'ai sauté dessus. Dans les autres jours, il va travailler dans d'autres établissements. Ouais, donc, il est là que le mardi et mercredi le roulé matcha. Il a pris des petits chocolats aussi. Mais j'ai pris un mocha. Pour ce qui est des autres hôtels, du coup, on l'a déjà dit, mais APA Hotel, c'est vraiment chouette. On a même testé un capsule hôtel qui n'était pas vraiment capsule, parce que c'était une capsule pour 2 personnes. Sympa, c'était plus mais... une jeunesse dans des petits placards. Mais c'était vachement chouette. Ça, c'était à Atami. Et en vrai aussi, en fait, t'as des guest house qui sont à 50€ la nuit ou des trucs comme ça. À 2, ça se vit bien. Donc, faut aimer aussi partager la salle de bain avec d'autres gens de temps en temps, mais c'est aussi un moyen de faire des rencontres, je trouve. Pas dans la salle de bain. Non, après, c'est si vous faites. Vraiment sympa. Et n'oubliez pas de checker également du coup Airbnb et les hôtels. Là, il y a beaucoup d'hôtels qui ne sont pas sur Booking et Hotel.com, les classiques, mais qui sont sur Agoda. Et même s'ils sont sur Booking ou Hotel, regardez s'ils ne sont pas sur Agoda, parce que c'est souvent moins cher. Merci à Olivia's Café de nous avoir laissé tourner une vidéo ici. Ça fait plaisir. Donc, du coup, quand on arrive à Tokyo, où choisir son hôtel? Parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à se dire, allons dans les quartiers qu'on connaît, c'est-à-dire Shinjuku, Shibuya, c'est le centre, allons là-bas. Et en vrai, c'est pas un mauvais plan, c'est pas une mauvaise idée. Moi, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Le dernier hôtel qu'on avait pris, il était en plein milieu de Shinjuku. En vrai, tout est à 2 pas, il y avait des tas de trucs, des tas de commerces, c'était joli. On l'a vu sur Shinjuku, en plus, l'hôtel, on avait une petite vue sur Shinjuku et tout. Depuis l'antenne, c'était magnifique, donc on garde un excellent souvenir. Donc c'est pas un mauvais plan d'être dans le centre. Et puis il y a des hôtels partout, surtout. Mais c'est aussi surtout qu'en vrai, c'est pas que ça, le centre. Voilà. Un peu partout dans Tokyo, vous pouvez trouver des quartiers vraiment chouettes. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Je vous conseille aussi les quartiers notamment de Shimokitazawa, qui est un petit peu plus cher, mais pour les free lovers, c'est vraiment trop bien comme quartier. Nous, on a fait aussi plusieurs nuits du coup à Ryogoku, qui est le quartier des sumo. Très sympa aussi. En fait, dans tous les cas, comme c'est accessible très facilement au métro, regardez plutôt en combien de temps les endroits où vous allez passer le plus de temps sont. Mais moi, je dirais qu'il n'y a pas besoin de privilégier le centre névralgique de Tokyo. Oui, c'est ça. C'est pas grave d'aller un petit peu plus loin. Mais en vrai, il y a plein de quartiers à Tokyo qui sont chouettes à découvrir, et pas que les principaux.
moi je suis plutôt quelqu'un qui prend pas trop de risques. Clara en voyage aime bien aussi aller se mettre en danger, attention on s'entend, mais je veux dire... Je mets dans les quartiers craignos de Tokyo. Clara en revanche elle aime bien aller découvrir d'autres trucs et tout, moi j'aime bien, je me dis ok on est dans le centre, ça on connaît, je suis toujours très prudent pour aucune raison, donc c'est chouette aussi d'aller découvrir d'autres endroits et de se dire ouais on prendra le métro aussi, on peut prendre le métro une demi-heure pour aller à droite à gauche. Tokyo c'est très grand et donc chaque quartier en vrai est déjà une mini-ville en soi, donc il y a déjà plein de choses à faire là où vous êtes. De toute façon les grosses attractions de Tokyo elles sont tellement à droite, à gauche, en haut, en bas que quoi qu'il arrive, si vous voulez vous déplacer d'une attraction à une autre, il y aura au minimum une demi-heure de métro. Oui, il y a toujours un petit peu de métro de toute façon. Mettez-vous dans un quartier qui vous plaît. Est-ce qu'on serait pas déjà sur la partie la plus intéressante de cette vidéo? Pour toi, la partie la plus intéressante. Oui. Pour toi. Moi aussi, en vrai. La nourriture. Est-ce qu'on peut manger au Japon déjà? Je vous déconseille. C'est très peu de restaurants. Tokyo, du coup, c'est la ville où il y a le plus de restaurants par habitant. C'est vrai qu'on connaît les classiques, les ramen, les sushis, mais il y a aussi plein de restaurants de spécialités folles. Notamment, moi, je suis tombée amoureuse du coup des petits déjeuners japonais avec voilà le poisson en riz et tout. C'est fantastique. Manger à Tokyo et au Japon en général, c'est pas cher. C'est souvent rapide. Ils ont pas trop la culture de on reste des heures à table et tout, sauf du coup des fois le soir dans les izakaya. Les izakaya, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu les brasseries japonaises entre guillemets. Brasserie, pas dans le sens où ils font de la bière, parce que c'est pas, enfin, ils en servent évidemment, mais plus dans le sens où oui effectivement c'est les bars japonais vraiment traditionnels où tu peux venir commander à boire du saké, de la bière, ce que tu veux, et puis des petites grignoteries type je sais pas pourquoi il me vient en premier lieu des tentacules de poulpe, mais c'est vraiment pas le premier truc qu'on mange. Des sashimi, des edamame, des karage, du riz, enfin voilà. Tu peux presque te faire un vrai repas dans un izakaya, mais c'est pas un restaurant. C'est pas un vrai repas, c'est juste un restaurant. Ouais. Mais c'est vrai que l'attrait principal des izakaya est la boisson. Mais l'izakaya est un restaurant, on peut manger, mais souvent du coup c'est plus comme un restaurant de tapas. J'appelle ça brasserie dans le sens où c'est le truc le plus traditionnel. Je pense que ça doit exister, mais il y a très peu d'izakaya italiens. Enfin, genre avec un peu fusion. C'est vraiment un lieu où on vient pour boire du saké, qui d'ailleurs en japonais se dit nihonshu et pas saké. C'est vraiment chouette à faire, surtout le soir. L'izakaya, c'est sympa. On nous a dit, pour trouver les bons izakaya, il faut suivre les businessmen. C'est vrai. C'est vrai, c'est une bonne technique. Tu peux aussi tomber dans des izakaya où ils ne parlent pas anglais, où il va falloir te démerder avec le menu qui n'est pas écrit en anglais. Qui est souvent écrit à la main. Donc tu as une feuille A4 écrite à la main avec des kanji qui sont illisibles. Déjà que les kanji, je peux pas les lire, mais alors quand c'est écrit avec l'écriture de médecin, c'est encore pire. Donc c'était un peu compliqué, et même ChatGPT avait du mal à interpréter le kanji. Mais tu t'en sors. Oui, c'est très drôle, on s'amuse bien quand on doit traduire et qu'on voit qu'on peut manger de la vache qui court, par exemple. Bah, s'il vous plaît, je veux une vache qui court, oui. Je vais conseiller aussi, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, je ne suis vraiment pas normalement une adepte des chaînes en France, mais des chaînes au Japon, c'est un autre niveau quand même, c'est super chouette. Non, il y a des gens qui déconseillent les chaînes comme Sushiro ou Kura Sushi, en vrai c'est de la balle, enfin, ça explose tous les sushis qu'on peut avoir en France, sauf les vrais sushis faits par des mecs qui sont chauds, mais ça explose toutes les chaînes de sushi qu'on a en France, c'est tellement bon, c'est pas cher. Je parle vraiment vous voyez les chaînes de sushi où tu as un iPad, tu commandes ce que tu veux sur l'iPad et ça arrive, il y a un tapis roulant à côté de toi et tout arrive, tout ce que tu as commandé arrive dans ton tapis roulant à toi. Et en plus d'être complètement japonais, puisque tu peux y aller, commander, repartir, payer sans t'adresser à personne. C'est possible de faire ça, j'adore. Moi, je trouve ça fantastique. Non, tu es extraverti. Désolé pour vous, si vous êtes introverti, bienvenue dans le pays de vos rêves. C'est chouette, puis c'est la qualité, elle est oui. bonne, moi j'aime bien. Après voilà, évidemment, tu peux aussi te faire des vrais sushis de luxe. C'est bien de faire un petit peu les deux. Je trouve que pour en fait tester plusieurs types de sushis, c'est ça qui est chouette, c'est qu'à Kura Sushi, à Sushiro, on a une telle variété en fait de poissons, de sushis que du coup, c'est là où tu peux te permettre de dire tiens, qu'est-ce que c'est que ce poisson bizarroïde un petit peu, il n'est qu'à 50 centimes, testons-le quoi. Ouais. Et il y a aussi tous les classiques du thon gras, de la céréole, tout ça.
Moi, j'aurais une petite préférence pour Kura, pour la simple et bonne raison que toutes les 5 assiettes commandées, tu as le droit de participer à un petit jeu sur l'iPad. Et si tu gagnes, enfin c'est une animation, et si l'animation on te dit que tu as gagné, eh bien tu as le droit à un petit cadeau qui tombe d'un petit gachapon et tu gagnes. Par exemple, j'avais gagné un petit repose-baguette, un petit porte-clés, et rien que pour ça, du coup, c'est plus rigolo, quoi. J'aime bien gagner des petites merdouilles, toi. J'adore gagner des petites merdouilles. Vraiment, le Japon, c'est vrai que c'est le pays parfait pour toutes les petites merdouilles comme ça, en plastique, que tu collectionnes. C'est fantastique. Les gachapon, quoi, c'est fou. Ils ont aussi du coup plusieurs autres chaînes, notamment je conseille Sukiya pour les petits budgets parce qu'ils ont une formule avec du coup un gyudon, donc c'est un bol de riz avec du bœuf aux oignons, et genre c'est délicieux. Il y a une petite soupe miso avec et je crois que c'est 3 € du coup le bol avec la soupe. Et c'est souvent ouvert très tard, voire 24-24. Ouais. Vraiment très intéressant. Il y en a partout des Sukiya. La nourriture des combini, qu'est-ce que ça vaut ? Moi je trouve ça super. Pour moi le seul problème des combini c'est que souvent tu peux pas trop manger sur place ou alors c'est pas très joli et j'aime bien l'ambiance restaurant. Mais sinon on mange très bien dans les combini. Il y a des onigiri, il y a tout un petit stand avec des petites fritures, du poulet, des crevettes, tout ça. Et les plats tout près, il y a même des sushis qui sont vraiment pas mal. Hein. Petite préférence pour le Famichiki, hein ? Ouais, les familles Tiki des familles Mart, il est vraiment chouette. Moi, c'est poulet frit en énorme nuggets, quoi, mais c'est très très bon. Par contre, moi, le conseil que j'aurais à donner, c'est que pour le premier voyage, mettez une liste de restaurants à tester, mais longue comme le bras. J'avais des listes et des listes de restaurants. Et à chaque fois qu'on voulait se rendre dans une adresse que j'avais trouvée, du coup, à chaque fois, ou sur un blog, ou sur TikTok, Instagram, c'était toujours plein d'axes. Il y a la queue partout. Et du coup, à chaque fois, on avait la flemme, parce qu'on a autre chose à faire que faire la queue. Du coup, on allait toujours dans un restaurant à côté, et on n'a jamais été déçus. On n'a jamais mal mangé, en plus les gens ils sont sympas. Je me rappelle d'un restaurant à Kyoto, là midi, il y avait une queue de malade, on s'est dit, bah là on a ni le temps ni l'envie de faire la queue pour ça. On s'est trouvé un autre à côté, un izakaya, où c'était tenu par 2 mecs. Ah oui. Il y avait que nous dans le resto, ensuite il y a eu un couple d'Hollandais qui sont venus, ils nous ont fait des yakitori, des trucs comme ça je crois. Non, c'était tempura. C'était trop bon. C'est très difficile de trouver un restaurant qui est mal noté. Ah oui, les notes au Japon aussi. Les Japonais sont très sévères. Peut-être qu'il y en a déjà d'entre vous qui le savent, mais les Japonais sont très sévères sur la notation, c'est-à-dire qu'un 4 sur 5 c'est exceptionnel, un 3 sur 5 c'est vraiment très bon, et un 5 sur 5 ça n'existe pas. Oui. Voilà, c'est donc en vrai, si le restaurant est à 3 sur 5, allez-y, ça va être super bon, c'est bien. Sinon, les spécialités à tester, qu'est-ce que je pourrais vous recommander à part de tester des choses dans les izakaya. Quand je suis retournée avec mon petit frère, on avait un jeu où le mot qu'on n'arrivait pas à traduire sur le menu, c'était le truc qu'on allait commander et on a découvert des super trucs grâce à ça. Sinon, vous pouvez aller bien sûr dans les marchés de nourriture, notamment Tsukiji, qui est très sympa et c'est un petit peu plus cher, mais vous pouvez tester plein du wagyu, du super thon. Il y a de la nourriture partout au Japon et c'est toujours des chouettes découvertes et des saveurs qu'on a plus ou moins l'habitude de connaître. Et je vous recommande une spécialité qui est très peu connue, qui s'appelle le shabu shabu. On avait testé une fois à Kusetsu et c'était une grosse découverte. C'est un plat qui se mange en plusieurs parties, donc on a un espèce de dokibo. Avec du coup des légumes et de la viande à tremper dedans pour manger comme un peu une fondue. Ensuite, donc le bouillon qui a pris tous les légumes, on rajoute les nouilles dedans, on mange les nouilles. Et après, une fois que du coup on a juste un fond de bouillon, là on va rajouter une sauce et après on termine sur une petite soupe. Très amusant. Très, ouais, le shabu shabu, surtout l'hiver, vraiment sympa à tester. Antoine veut faire un point politesse. Tu as 1 minute pour dire un maximum de règles du Japon à respecter. Pas parler trop fort dans le métro, pas téléphoner dans le métro, se mettre à gauche dans les escalators, sauf quand c'est à droite. En gros, faire comme les gens y font, ça dépend de la ville. Faire la file d'attente quand tu rentres dans le métro. Pour l'instant, je reste sur le métro. Pour moi, la plus chiante reste ne pas manger en marchant. Ne pas manger en marchant, mais ça dépend des endroits. Dire merci, dire bonjour, dire c'était très bon, pas manquer de respect aux gens. En fait, plus je parle, plus j'ai l'impression que c'est du bon sens, mais je sais pas. C'est quand même souvent lié au calme, au fait d'être calme dans les onsen aussi, de pas crier, de pas faire trop de bruit.
Il y a vraiment cette volonté au Japon de préserver la paix sociale, c'est très important. Il y a même certains serveurs, gens dans les administrations ou quoi, qui ne veulent jamais vous dire non, même quand c'est non. Et on trouve mille façons de vous dire que c'est pas possible, que c'est compliqué, ou qu'ils vont faire semblant d'aller chercher un truc. Et quand c'est comme ça et que ça prend du temps et que vous trouvez ça bizarre, ça veut dire que c'est non et allez vous en. Merci pour ces règles de politesse en on-board. De rien. Merci du coup pour ces petits conseils. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses et j'espère que ça vous a donné envie d'y aller. Et du coup je voudrais terminer sur une question en fait. Pourquoi le Japon, pourquoi pas un autre pays? Pourquoi là on est retourné 3 fois d'affilée au lieu d'aller dans un autre pays? Parce qu'il y a plein d'autres choses à voir, à visiter en fait. Moi déjà avant tout c'est parce que c'est un pays qui m'attire depuis que je suis gamin, tout petit. Qui a toujours été là avec moi et tout. On a vraiment été baigné dans la culture du soft-power japonais avec les mangas, tout ça. Moi j'ai fait du judo quand j'étais petit, mine de rien ça joue aussi. Le Japon quand je fais du judo c'est obligé. Et j'ai toujours trouvé que c'était une culture hyper attirante. Mais de la même manière que j'ai aimé la culture américaine. Alors pourquoi le Japon et pas les États-Unis? En ce moment, je bof aller envoyer aux États-Unis. Si vous ne savez pas pourquoi, je vous laisse aller regarder un peu les actualités. Parce que je trouve que c'est une expérience à faire une fois dans sa vie, c'est sûr. Et au niveau du tourisme, juste d'un point de vue touristique, c'est quand même un pays touriste-proof, quoi. Il faut respecter il faut respecter le plus de codes possible et tout. Et s'adapter, ça bien sûr, mais ça reste quand même un pays je trouve accueillant. En fait, en règle générale, je trouve que le Japon c'est super pour les touristes. Je n'aimerais pas du tout y vivre en tant que japonaise. Genre, c'est pas du tout j'adore pour le coup ça, cette mentalité française qu'on a de la productivité, de remettre en question l'État, l'entreprise, les relations. Mais en fait, en tant que touriste, c'est vrai que c'est vraiment la folie. Comme tout est optimisé pour eux, parce que justement la vie, en tout cas en tant qu'employé au Japon, peut être parfois tellement difficile que du coup tout est fait à côté pour que la vie soit simplifiée une fois qu'ils sont sortis de l'entreprise. Mais du coup, nous qui n'allons pas dans une entreprise quand on voyage normalement, ou alors vous êtes fait couiller par votre agence de voyage. Et vous allez bosser maintenant. Du coup, là c'est vrai que on profite. Ouais. Moi je dirais pourquoi le Japon, pourquoi pas un autre pays. Un peu comme toi, moi j'ai découvert plus tard avec les animés, la mode et surtout la nourriture. Moi c'est vrai que c'est la nourriture japonaise qui me tente vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que c'est agréable. On sait qu'on va y aller, on n'aura pas de problème. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu un problème, une galère, un endroit où on avait faim, on avait soif, il n'y avait rien. C'est-à-dire que même quand on va par exemple faire des randonnées, il y a régulièrement des distributeurs pour avoir de l'eau, des petits trucs à manger. C'est presque un RPG quoi. C'est un RPG, ouais. Si t'as besoin, tu vas chez le marchand, te ravitailler avant de repartir en quête. Et vraiment, c'est quand même bien foutu. Donc moi j'aime beaucoup ça. Et puis au-delà de ça, on en a parlé, mais la sécurité au Japon est quand même vachement mieux qu'en France et tout. Vraiment, après le risque zéro n'existe pas, mais il y a vraiment très peu de chances de te faire tirer un truc par des pickpockets et tout. Enfin, quand t'es une femme, j'en sais rien, je suis pas une femme, mais apparemment quand t'es une femme, c'est quand même très safe aussi et tout. Donc, apparemment moins pour quand on vit, quand on est japonaise, mais en tant que touriste, c'est vrai que c'est relativement safe. Encore une fois, là on parle de notre expérience en tant que touriste là-bas. Et sinon aussi, moi ce que je voulais parler, c'est le fait que ce que j'aime au Japon, on a la même chose en France, qui est que le pays est, j'allais dire si vaste, mais il n'est pas du tout vaste justement. Il est assez petit, mais il y a tellement de régions différentes, de paysages différents. En plus au Japon, ils ont quand même les montagnes, la mer, ils ont à Hokkaido avec la neige, ils ont les plages de Okinawa. La diversité des voyages, c'est-à-dire qu'on peut y aller à différents endroits, on n'aura pas du tout la même expérience, et ils ont des saisons tellement marquées qu'on peut y aller à n'importe quelle saison. Pareil, on n'aura pas la même expérience. Et ça, c'est fou, du coup, c'est jamais le même voyage. Voilà, ça, c'était nos petits conseils issus de notre expérience. Si vous avez d'autres choses à dire ou si vous avez envie de nous contredire, n'hésitez pas à faites-le dans les commentaires de manière respectueuse, si vous voulez. Et voilà, et si vous avez d'autres choses à nous conseiller ou envie de nous parler
d'une expérience du vous qui vous est arrivée au Japon et tout, n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne Instagram Koneko Clara Antoine. Ça nous donne de la force, c'est gentil. Merci beaucoup. Et à cette chaîne YouTube aussi, activez la cloche pour les notifications. On fait Oui. des vidéos sur le Japon et sur les différentes expériences japonaises et asiatiques qu'on peut avoir à Paris. Et en attendant, on vous fait des bisous. On va finir notre petit goûter, nous.